Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo d'histoire qui va nous permettre de réviser la traite des esclaves et le commerce international au XVIIIe siècle. Pour aborder ce sujet, on peut constater tout d'abord l'émergence d'une bourgeoisie qui s'enrichit très rapidement au cours du XVIIIe siècle dans tous les grands ports français, que ce soit Nantes, Le Havre, La Rochelle ou Bordeaux. D'où viennent ces nouvelles fortunes? Des indices apparaissent rapidement. Si l'on observe les objets de cette bourgeoisie, comme leurs horloges, ou même les portraits que font des époux nantais qui ont réussi dans les affaires, ou enfin les hôtels riches bâtiments de pierre, décorés de ces sculptures qui évoquent l'origine de la fortune de leurs propriétaires. Le commerce international, qui a permis à cette bourgeoisie de s'enrichir, est appelé le commerce triangulaire. Il atteint son apogée au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que c'est au cours du XVIIIe siècle qu'il est le plus important. C'est un commerce qui se déroule en 3 étapes, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Un armateur finance l'expédition, il trouve un capitaine pour diriger son navire et son équipage. Le navire est préparé dans un des ports de l'ouest de l'Europe et il est chargé de marchandises qui seront échangées lors de l'étape suivante du voyage. Des armes, du textile, mais aussi parfois des bijoux, de l'alcool ou bien d'autres choses qui vont remplir la cale du navire pour la première étape. À l'arrivée en Afrique, le plus souvent vers le golfe de Guinée, le navire va d'abord devoir vider sa cargaison. On vend tout ce qui a été emporté venu d'Europe et on achète, dans le même moment, des esclaves pour remplir la cale à la place. Comment trouver des esclaves en si grand nombre? De nombreux rois africains se font la guerre à l'époque dans cette région. Ils ont donc besoin d'armes et sont prêts à les acheter. En même temps, ils font des prisonniers après les batailles et sont donc prêts à les vendre. Pour les marchands européens, cela permettra d'obtenir un très grand nombre de personnes à déporter vers l'Amérique. Mais les conditions de ce voyage sont le plus souvent effroyables. Les esclaves sont entassés dans les navires, ils n'ont quasiment pas d'espace, ils sont enchaînés le plus longtemps. Parfois on leur fait faire des promenades sur le pont, par petits groupes et sous surveillance, afin d'éviter qu'ils ne se jettent à l'eau. Hommes, femmes et enfants sont séparés. Ils vivent dans des conditions atroces, au point que la mortalité est importante sur ces navires négriers. Après un voyage qui peut durer environ 2 mois, le navire arrive en vue des côtes du Brésil, des Caraïbes ou de l'Amérique du Nord. Les esclaves sont vendus aux enchères. On les observe comme des animaux, comme du bétail. Sont-ils en bonne santé? On observe leurs dents pour savoir s'ils ont vécu des périodes difficiles. Ont-ils une bonne forme physique? Ont-ils quelques rudiments de langue qui permettront de les utiliser plutôt comme domestiques que sur les champs? Une fois les esclaves vendus à des planteurs qui vivent dans les colonies, les marchands vont à nouveau avoir vidé leur navire et remplir la cale de ce que les esclaves produisent en Amérique. Du sucre, du café, du coton, de l'indigo ou encore du tabac. Tous ces produits sont des produits de luxe au XVIIIe siècle. Le navire, en revenant en Europe, pourra les vendre à un prix bien plus élevé que les marchandises qu'il avait au départ dans sa soute. En quelques expéditions, un bourgeois peut faire fortune. Évidemment, les risques existent. Les navires parfois se perdent en mer, mais ce sont des milliers d'expéditions qui auront lieu tout au long du XVIIIe siècle, où au total plus de 6 millions de personnes auront été déplacées de force de l'Afrique vers l'Amérique. Arrivés dans les plantations, les esclaves découvrent à la fois leur nouveau lieu de vie et leur nouveau lieu de travail. En effet, les esclaves doivent être gardés sous surveillance, sans quoi ils s'enfuient ou se révoltent. Les cases des esclaves en contrebas de la maison du maître sont des habitations extrêmement simples. La nourriture que le Code noir prévoit qui soit distribuée aux esclaves n'est le plus souvent que insuffisante ou de mauvaise qualité, ce qui fait que les esclaves doivent jardiner pour se nourrir eux-mêmes la plupart du temps. Subissant des punitions continuelles, ils n'ont que quelques instants de liberté au cours de leur vie. D'ailleurs, sur ces colonies, dans les îles des Caraïbes, la couleur de peau permet presque toujours de connaître le statut d'une personne. À la peau foncée est associé le rôle d'esclave. Les nègres, tels qu'ils sont appelés alors, sont donc soumis au regard, à la surveillance, aux punitions de n'importe quel colon blanc qui se trouverait à les croiser sur une route même hors de la plantation.
Au travail, la plupart des esclaves sont employés dans les champs. Ils cultivent la canne à sucre. Du lever au coucher du soleil. On leur inflige toutes sortes de châtiments corporels, pour peu que le travail ne soit pas assez rapide, ou qu'ils aient cherché à goûter le rhum que le maître fabriquait pour ses clients. Beaucoup d'entre eux meurent de maladie, et les esclaves ont peu d'enfants. Leurs maîtres ont donc toujours besoin de l'arrivée de nouveaux navires. Certains d'entre eux connaissent un sort un peu moins terrible. Un peu moins terrible parce que, à la maison du maître, ils servent de domestiques. Leurs tâches sont donc moins harassantes, même s'ils doivent être disponibles à toute heure du jour et de la nuit. Car les planteurs et leurs familles mènent une vie luxueuse, à l'européenne, et la vente des produits de leurs esclaves leur rapporte toujours plus d'argent. C'est ainsi qu'à Saint-Domingue, la population d'esclaves s'accroît sans cesse tout au long du XVIIIe siècle par rapport à celle des hommes libres. La peur des révoltes grandit et de nombreux esclaves s'enfuient. On les appelle marrons. Ils s'installent dans les lieux les plus inhospitaliers, les montagnes, les forêts, où ils vivent difficilement mais restent libres. Et puis, les soulèvements deviennent de plus en plus nombreux. En Europe, bien sûr, tout le monde n'est pas favorable à l'esclavage. On pourrait noter parmi les Lumières un certain nombre de textes qui s'opposent à cette pratique et qui la trouvent inhumaine. À la veille de la Révolution française, on trouve de nombreux cahiers de doléances, même dans des paroisses parfois reculées, rurales, sans aucun rapport avec le commerce triangulaire, qui font la mention de l'abolition de l'esclavage et qui demandent au roi d'en finir avec cette pratique, car l'esclavage est resté choquant dans toutes les couches de la société, tout au long de sa pratique, tout au long du commerce triangulaire. Et l'annonce de la Révolution en France sera suffisante pour déclencher à Saint-Domingue une grande révolte d'esclaves qui aboutira à la première abolition de l'esclavage en France en 1794. Merci de votre attention, bon courage dans vos révisions, au revoir.